I said shut up! Now, are you ready to play the game? No! Are you ready to play the game? The game. Ty est chanteuse. La voix et l'auteur du groupe Ty and the Love Process, étiqueté par elle-même Afrospace Poetry. Après avoir croisé cette silhouette toute de cape et de capuche dark vadorienne vêtue version serrère, une fois ma crainte ravalée, c'est une chevalier Jedi que j'ai découvert. Une artiste qui utilise sa force et dont la création semble regarder vers la lumière. Ty a grandi au Sénégal dans une fratrie d'artistes. 8 frères et sœurs ayant souvent déménagé pour suivre les obligations du patriarche. Elle arrive en France pour étudier à l'âge de 20 ans et monte à Paris quelques années plus tard pour continuer son chemin. Ceci a créé chez elle une grande indépendance et une liberté d'esprit. Un esprit de famille et de clan aussi. Une double éducation religieuse lui a donné ce point de vue qu'il est précieux d'entendre sur notre société. Un débit de mitraillette par moment qui l'a mené à un premier groupe de rap nommé 21 Blindés, de Heart Attack à Love Process, sa réponse aux grandes questions, elle semble l'avoir trouvée depuis un moment. Mais Ty, comment tout cela a-t-il débuté? Au Sénégal, pendant 20 ans. Je suis née, j'ai grandi là-bas et je suis venue en France pour mes études en 2000. En parallèle, je faisais de la peinture et puis j'écrivais. Et puis à mes 27 ans, j'ai eu envie de faire de la musique, sachant que j'avais déjà commencé un petit peu à rapper au Sénégal, dans un collectif ultra underground d'ailleurs, assez hardcore, qui s'appelle Bataillon Blindé. Et donc j'avais commencé à rapper là-bas et ça n'a pas duré longtemps, c'était assez furtif et rapidement j'ai dû venir ici pour mes études. Donc j'ai pu toucher à quoi que ce soit qui avait rapport avec la musique. J'ai une famille de musiciens, d'artistes, diverses disciplines. Donc j'ai baigné quand même dans un environnement assez créatif et artistique en soi. Mais la musique, ça m'est pas venu, c'était comme une urgence quand c'est arrivé, mais au départ, ça m'est pas venu comme évident. Et pourtant, aujourd'hui, cela donne ça. Mais c'est aussi ça. Et ça. Mais pour l'heure, un titre tiré de son premier EP Life is not a waiting game, intitulé L'air. ci nit ku ne lëndëm ak leer a nga tàmm wujjeeni guddeeg bëccëg ci asamaan teewul nit ku ne war a tànn ban melokaanay firndeelay fanam adduna moom day jeex suy bokk ne jeex yoonam xammee boromam tànnay àndandoo ku ci yeewu yette war na la mbir bi dee balaa dee la yëg su nga nekk la rudu lu ñuy sàmm di wanteer jar na sàmm te suuxa ci leer wante bés bu ne saa su ne ñu dëggati dëgg topp suñu bakken bés bu ne saa su ne ñu dëggati dëgg topp suñu bakken fàtteeroot ci biiteen bi tojtal suñu tool fàtteeroot ci biiteen te muy naatal suñu xol bés bu ne saa su ne ci nit ku ne bés bu ne saa su ne ci nit ku ne Yalla, 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 yalla. Yalla, 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 yomi. Yalla, 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 yalla. Yalla, 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 yomi. Yalla mooy ci soppi melokaan ñu te suufe ni melentaan ba leer ta kawe ni jant ci asamaan bëgg rek la ñuy lowtoo muy walangaan doom baay adduna bëri jaar jaar bëri kiiraay bépp jaar jaar lu mun di taw mun da lay aar yaa war a xàmme ràññee gis ne su naaj fayee bët a ngi teeru taw bu sel na sa xol fees del ak leer damay tu ñii di tuur la ndem ci turu islam isa Krishna wala boog Buddha wala salaam yàlla rek a mën a sama makama bani adama yàlla yokk leer. J'ai vu que tu avais peint à une époque Oui. et que tu as une famille de musiciens. Vous êtes combien? On est 8, j'ai eu 7 frères et sœurs.
Et tu as eu un groupe avec eux qui s'appelait Heart Attack. Quoi, c'est pas vrai, c'est vrai. C'était un groupe, c'était plus un truc de lycée où on dansait en fait. On chantait pas, on dansait. Ok, Avec mes deux petits frères et ma soeur et ma grande soeur. mais c'était avec ta famille. Voilà, enfin, c'était avec ma famille, frères et tous les quatre et on faisait des petites chorés, on dansait dans les lycées, c'était vraiment un truc de jeunesse quoi. Tout le monde n'est pas musicien, mais disons que on est 6 musiciens, en tout cas 6 personnes sur 8 qui ont de la musique, qui touchent à la musique. Et on aimerait évidemment monter quelque chose ensemble qu'on appellerait certainement Boussora Groove. Et donc chacun est dans son style différent, des trucs plus afro-jazz, des choses hip-hop aussi. Mon dernier petit frère est vraiment hip-hop strictly quoi. Et à côté, c'est un hip-hop plutôt afro quoi. Et puis les autres sont dans la fusion afro-jazz essentiellement. J'ai un grand frère qui est le premier à avoir fait de la musique, qui est aussi écrivain, très très bon écrivain, et qui fait de la chanson, essentiellement guitare-voix. Et puis à moi, quoi, avec mon trip un peu plus expérimental. À quel moment tu as commencé à écrire? Depuis combien de temps? Disons que j'ai écrit à partir de mes 19 ans, quand j'ai intégré ce groupe. Enfin, j'écrivais, pas vraiment pour quoi que ce soit, en fait, j'écrivais des trucs qui passaient par la tête. Et puis quand j'ai intégré ce bataillon blindé, ce groupe de hip-hop, j'ai commencé à écrire vraiment des textes destinés à être rappés, quoi. Puis après j'ai arrêté parce que je suis venue là et j'ai continué à écrire pour moi. Donc il y a plein de choses que j'écris qui ne sont pas forcément dans mon répertoire et qui ne sont pas forcément destinées à la chanson, qui sont des espèces de textes un peu en prose, un peu très personnels. Donc l'écriture c'est quelque chose qui est là, quoi. Mais les modelages de matière sonore ont commencé autrement. T'as fait du stylisme aussi à une époque? J'avais l'ambition d'être styliste. Donc Ouais. en fait ma première ambition depuis que je suis toute petite c'était de faire des fringues. Donc j'ai cherché des écoles de stylisme, c'était trop cher, c'était compliqué. Puis je pense que mes parents ça les rassurait pas trop. Imaginer que j'allais faire un métier qui est comme ça. C'est vrai que la c'était musique pas- c'est beaucoup plus rassurant pour les Bon, parents. après ils sont pas très rassurés au final. Mais ils m'ont plutôt conseillé d'aller à la fac. Donc ce que j'ai fait des études de sociologie jusqu'en master 2. Puis à côté, je faisais mes tripes de fringues toujours, quoi. J'ai appris à coudre avec ma mère. Il y a ce truc de jouer avec de la matière quelque part, que ce soit Ouais. sonore, textile ou que ce soit les mots. C'est de la matière, ça reste de la matière. Ouais. Donc après, tu fais ce que tu veux avec. Alors Thaï, j'ai cru comprendre que tu as reçu une double éducation. Exactement. Comment Quand ça j'étais petite, quand j'étais très jeune, on a eu droit à une éducation, on va dire, les bases en fait de l'islam, du Coran. Mes parents nous ont payé comment on appelle ça, un oustas, un maître donc, qui venait à l'école, enfin chez nous, de certaines après-midi où on n'allait pas à l'école, le week-end ou quoi, je ne sais plus trop exactement quel rythme c'était. Mais elle venait assez régulièrement et nous donnait les bases du Coran, de la prière, des choses de base. Puis oui, effectivement, j'étais à l'école chez les bonnes sœurs jusqu'en 3e, donc tout jusqu'au collège en fait, parce que c'était parmi les meilleures écoles. C'est l'école privée catholique, l'endroit où on habitait. On a beaucoup déménagé en fait au Sénégal. Et à partir de la seconde, je suis allée dans une école laïque, on va dire mixte, voilà. Une école normale. Et ici, les bonnes sœurs, c'était école de filles, avec la blouse bleue, la prière avant d'aller en classe, etc. Catéchisme pour les chrétiens, et pour nous, c'était morale, civisme pour les autres. Et alors quelle vision de la vie ça donne? Assez ouverte, je pense. Je pense qu'au final, moi, j'ai grandi en déménageant beaucoup, donc en changeant d'environnement social, scolaire, des amis, de quartier, en changeant d'environnement simplement, assez régulièrement. Donc du coup, tu t'habitues à pas t'attacher aux choses, ni aux gens en fait, étrangement, et à t'adapter en fait, et à découvrir des trucs différents, à t'adapter à chaque situation, et puis à être ouvert, tout simplement. Et je pense que ça donne une bonne ouverture d'esprit tout en restant ancré, parce que mes parents, quand même, nous ont bien inculqué qui on était Serer, Nyominka, et etc. On parlait Serer chez moi. Essentiellement, on parlait que Serer ou français, très peu de Wolof. Pourtant, dans la rue, tout le monde parle Wolof. Parce que simplement, on est Serer, on n'est pas Wolof. Bon, voilà, la français, c'est un peu la langue aussi de l'école. Donc, ça rentrait dans un certain cadre, voilà. Mais oui, ça donne une forme d'ouverture d'esprit assez tôt. Et quelle vision des religions ça donne? Que c'est toujours tous la même chose. Après, on est dans une famille musulmane, juive ou chrétienne. Et c'est un hasard. On ne choisit pas dans la famille dans laquelle on est. Après, on suit cette pratique ou cette croyance-là par éducation. Puis en grandissant, on comprend que le message est le même.
Parce que nous, dans ma famille, il y a des chrétiens aussi, des amis proches, et des gens de la famille aussi, qui sont chrétiens, qui ne sont pas forcément musulmans. Et on fait toutes les fêtes au Sénégal. On fait les fêtes chrétiennes, les fêtes musulmans. Il n'y a pas la séparation qu'on peut ressentir ici, par exemple. Dans la culture, dans la culture vraiment, dans le fait de vivre la culture des uns et des autres, en tout cas du point de vue des croyances. Donc, ouais, à Pâques, il n'y avait pas, quand on avait le petit repas qui allait avec, des voisins ou de la famille ou des potes, on allait manger le ngalar chez l'autre, chez lui, parce qu'il y a un truc spécifique qui se cuisine à Pâques au Sénégal, qui s'appelle le ngalar, et tu le partages avec tes voisins, avec tout le monde. Et c'est pareil, la fête du mouton, tu partages ton mouton avec tes voisins, avec ta famille, etc. Donc ça donne plutôt une culture du partage en fait, Ouais. plus qu'autre chose. Plus que de se confronter contre, mais plus dans le partage. La spiritualité est centrale chez toi en fait. J'ai cru lire que tu as élaboré tes propres règles à ce niveau-là. Oui, on est bien obligé. Tout le monde ne fait pas ça, il y a même des gens que ça n'intéresse pas du tout et qui n'ont pas de vie spirituelle. Attention, la mitraillette s'enclenche. Cette cadence révèle une pensée rapide et vivante. Tendez bien l'oreille et affûtez vos hémisphères, mais dans la détente. C'est important la détente pour bien l'intégrer. Ce que nous dit Tai ici est riche d'informations en qualité et en quantité. Oui, après, même si tu adoptes les règles de quelqu'un d'autre, c'est t'ériger des règles à soi. Donc que ce soit des choses que tu t'imposes de la part d'un dogme qui est déjà établi, ou que tu choisisses, tu es obligé de choisir quelque part, ou de ne pas en avoir. Certains se mettent des règles, je suis athée, et puis on se définit par des choses. Après, moi, je peux difficilement me définir que musulmane, ou que ceci ou que cela, parce qu'en voyageant aussi, et en lisant des choses, et à travers aussi ma fratrie, j'ai été initiée à d'autres choses, à d'autres pensées, d'autres philosophies, d'autres formes de spiritualité, qui finalement, en filigrane, on retrouve une certaine constance de message. Et voilà, et moi, c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, effectivement, ma base, elle est musulmane, voire soufie, mais elle est aussi animiste, parce que je viens d'une ethnie qui, à la base, est animiste, même si on a une forme de monothéisme. C'est très particulier, les Sérères. On est l'une des ethnies au Sénégal qui, dès le départ, on croit en un Dieu unique. On croit à une force unique qui régit l'univers. Mais donc la nature a un esprit, enfin un arbre. Oui, a un esprit, oui, bien sûr. La nature a un esprit. Il y a des pangols, comme on appelle ça, des esprits, des ancêtres qui intercèdent entre nous et cette force. Donc voilà, donc il y a une forme d'animisme, d'anthropomorphisme même sur des choses. Mais en même temps, il y a un truc unique. Donc c'est une espèce d'aller-retour à la base, dans lequel je me retrouve moi. Et est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est le soufisme? Si on va le dire, on pourrait dire c'est la branche ésotérique de l'islam, mais c'est voir le cœur de l'islam, c'est le cœur du message ésotérique de l'islam. Comme la Kabbale pour les juifs par exemple. Et dans lequel tu as un enseignement en général qui se fait de maître à disciple et ainsi de suite. Et tu as des gens qui se réclament depuis le prophète d'être les premiers soufis, donc ils descendent de toute une lignée. Donc tu as tout un mouvement soufi à travers le monde, que ce soit dans le Moyen-Orient qu'en Afrique, qui est différent, peut-être pas dans le message, mais dans la pratique. Et au Sénégal, c'est très vivant, c'est à travers des personnes comme des maîtres qui ont été connus, qui ont été fondateurs dans cette voie-là. C'est Cheikh Ahmadou Bamba, simplement de Touba, qui lui a monté une école soufie musulmane, des mourides, de la confrérie mouride au Sénégal. Et de cette confrérie a découlé notre confrérie qui est les Baïfal, en fait, le baïfalisme, donc, et qui sont très très présents là-bas, où on intègre la culture locale dans la pratique spirituelle, donc les musiques, les chants, les tambours, etc. Et voilà, où on reste musulman, évidemment, hein, ce n'est pas un truc à côté de l'islam, comme beaucoup le disent, c'est le courant mouridéri de l'islam. Non, c'est le cœur de l'islam, ça fait partie du message de l'islam. Après, c'est pas l'islam qu'on montre, évidemment, parce que c'est pas, voilà, ça n'arrange pas tout le monde de montrer cet islam-là, et qu'il y a un autre islam qui fait peur, et qui a audience, qui a tribune, et qui existe aussi, hein. Les terroristes existent, les extrémistes existent partout. Mais c'est l'islam, en mon sens, ce qu'il y a de plus pur dans le message. Après, tu as la pratique, tu as les préceptes de base, tu as les hadiths, tu as des choses sur lesquelles, évidemment, c'est comme un entraînement. Tu ne vas pas sauter à l'élastique ou je ne sais pas quoi si tu t'es pas entraîné avant. Il faut bien une gymnastique avant d'arriver à un certain niveau où tu peux te libérer des contraintes que cette gymnastique t'a imposées au départ. Je pense que c'est une voie, en fait. C'est juste une voie, simplement. C'est une voie d'éveil. Maintenant, moi, je ne suis pas la plus érudite sur le sujet.
j'ai la chance d'être entourée de personnes très spirituelles dans ma famille, ne serait-ce que ça, avec une pratique bien aguerrie pour certains, pour beaucoup d'entre eux, et de qui je m'inspire et je prends des leçons et puis je lis et puis je me mets en relation aussi comme je peux, seule. Non mais tu nous as bien éclairé quand même. Moi ce qui m'a frappé en voyant sur scène, c'était il y a une grande maturité, une grande intelligence et une grande force et aucune minauderie entre guillemets. Je t'ai vu dire j'ai pas envie d'être la chanteuse devant et les musiciens derrière et c'est pour ça que c'est un groupe. Qu'est-ce que tu essayes de faire avec ce groupe? Bah, mon idée c'est qu'on arrive ensemble à être une entité. Une entité et du coup qu'on dépasse les catégories effectivement d'imagerie classique de la chanteuse, le groupe, le truc, le rat du machin. Ok super, mais à un moment donné s'ils sont pas là, moi j'existe pas. Si je suis pas là, ils n'existent pas. Donc ce qu'on crée n'existe que parce qu'on est ensemble, les 5 ensemble. Et que chacun apporte qui il est dedans. Donc à un moment donné, je ne peux pas l'auto-centrer. Donc je ne peux pas. Et même ce serait contraire à ce qu'on fait. En tout cas l'idée de ce que je fais, moi c'est mon idée. Ce serait contraire à ce que je fais et on n'aurait pas cette force simplement. Cette force-là, on l'a parce qu'on est ensemble et qu'à un moment donné, on dépasse les uns et les autres qui on est. Et qu'on se fait confiance sur scène, qu'on se fait confiance tout court et qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. C'est pour qu'il se passe quelque chose, au-delà du spectacle, avec cette vision un peu verticale du truc, le groupe, la chanteuse, le public, et puis la distance qui se crée, etc. Et qui existe, et qui brille, qui machin, et l'ego, et machin. Donc j'ai vraiment envie de dépasser ça et d'arriver dans une expérience totale, en fait, avec eux. Donc pour travailler en groupe, pour composer, est-ce que chacun amène des idées ou est-ce que par exemple vous jammez pour trouver des idées parfois? Disons que essentiellement moi ces musiciens, je les ai rencontrés, j'avais déjà un univers qui était plus ou moins défini. Donc des morceaux existaient déjà, peut-être pas comme je voulais qu'ils existent parce que j'ai dû changer de musicien, il y a eu des scissions, on se quitte et puis voilà. Et puis donc tu te retrouves avec une matière et tu fais bon qu'est-ce que je fais avec cette matière, qu'est-ce qui est moi là-dedans et qu'est-ce qui n'est pas moi, et tu fais le tri et tu te retournes sur toi. Et tu vas voir des gens en disant voilà de quoi ça a l'air, mais voilà où je veux aller. Et c'est compliqué de trouver les personnes qui te suivent. Il y a eu des allers-retours dans mon groupe. Hein. Et j'ai connu plein de gens différents, avec des hauts débats, jusqu'à arriver à une unité, avec des gens avec qui j'ai un langage, qui comprennent mon langage simplement, à qui j'ai pu transmettre moi ce que j'avais envie d'entendre, de ressentir comme musique, comme sonorité, comme matière et comment je voulais la malaxer. Et donc à partir de cela, j'ai fait office de directeur artistique pour moi, en étant à l'écoute évidemment de eux, ce qu'ils apportaient, parce qu'ils ont leur propre expérience, leur propre sensibilité, et qui n'est pas à ignorer, parce que c'est forcément enrichissant. Donc j'ai pris aussi d'eux beaucoup, et tout en gardant un cap. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc on a fait un premier EP pour se dégager un peu, avoir une distance et voir où on va, et à dégager les morceaux qui étaient emblématiques de l'univers, qui commençait à nous ressembler et à me plaire. Et à partir de là, c'était bon, on savait où on voulait aller. Et donc aujourd'hui, effectivement, des nouveaux morceaux commencent à arriver dans le set où les gens apportent leurs propositions. C'est surprenant de voir, alors après je veux pas mettre les gens dans des cases et les couleurs avec des cases. Oui, très peu de ça chez nous. Hein. Mais de voir par exemple le batteur, de voir un blanc jouer comme ça, c'est-à-dire un côté réellement afrobeat. Ouais, c'est vrai. Et dont j'ai jamais entendu parler, après je peux pas connaître tous les musiciens à Paris. Mais tu peux pas tous les connaître. Mais tous, c'est super cohérent. On voit qu'ils sont réellement impliqués dans le projet et ça peut être compliqué parce que comme ils sont très très bons, en général chacun est devenu professionnel, enfin ça peut être le problème à Paris. Donc faire un groupe avec des professionnels c'est impossible parce que il faut qu'ils mangent, donc ils prennent les trucs, il faut qu'ils soient disponibles. Et moi c'est là où je suis quelque part en amour avec mon groupe. On a des hauts débats comme tout le monde, hein, mais je suis vraiment en amour parce qu'en 3 ans, avec cette équipe, même si certains sont très demandés, comme le batteur, Martin, c'est un des meilleurs batteurs de sa génération, il est super demandé. Mon saxophoniste, il joue beaucoup, lui c'est un ancien, il est plus ancien que Martin par exemple, il a plus de 30 ans comme moi. Donc il a l'expérience, il joue beaucoup, il tourne beaucoup, donc des fois je suis obligée de les remplacer, et ça c'est récent, mais souvent j'ai refusé de les remplacer. J'ai refusé certaines dates parce que je n'avais pas tout le monde. Ouais. Et c'est eux qui m'ont dit, mais Nima, détends-toi, ça va bien se passer, tu peux nous remplacer. C'est pas grave et on sera quand même là. Et ils ont fait preuve
de disponibilité, d'implication. On a fait des trucs pas payés, galérés. J'ai commencé à les payer il y a 1 an, sur 3 ans. Ouais. Donc tu vois, et ça c'est précieux. Et parce qu'il y a une foi commune, je pense, en ce qu'on fait. Et que, voilà, et que même si tout le monde est professionnel, certains donnent des cours, travaillent, etc., avec leur instrument, je pense que chaque artiste ou chaque musicien-artiste, a besoin à un moment donné d'un endroit où il s'exprime, au-delà de juste faire un métier. Donc moi, c'est ce que j'offre, je pense, c'est un endroit où on s'exprime, même s'il y a une direction artistique, même s'il y a une personnalité bien tranchée qui est la mienne. Mais au fond, ce qui m'intéresse, c'est qu'on s'amuse quand même. Et qui s'amuse. Donc qui s'approprie un minimum ce projet-là dans leur pratique et dans leur sensibilité. Donc ils savent que c'est possible avec Time the Love Process. On peut faire ça. Et quand ce sera plus possible pour eux ou qu'ils ne se reconnaîtront plus, ils partiront, j'imagine. Ouais, ils ont leur espace. Voilà, c'est donner un espace réel. Je pense à la guitare, il y a de la distorsion par exemple, ce qui est très rare chez les artistes africains, en tout cas en France. Et chez les plus jeunes, Black, Concordia, les quartiers, ce qu'on veut, c'est carrément, c'est l'horreur pour eux. Ouais. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vu une interview de Fada Freddy où il disait que il adorait le rock, voire le hard rock. Et il est sénégalais si je me trompe pas. Oui, je le connais, Fada, je vois. Et alors qu'est-ce qu'on vous donne à manger au Sénégal pour que bizarrement vous aimiez bien la distorsion? Chers amis, la distorsion, c'est ça. Ça. Ou ça. Bon, il y a ça aussi. Mais ça fait trop peur aux oreilles et au cœur. En tout cas, c'est pas ça. Ni ça. Mais revenons à nos moutons. Y a pas de mais. Je n'en ai aucune idée, franchement. Tu m'aurais dit il y a 15 ans ou il y a 20 ans que j'aurais fait ça, je ne l'aurais pas su. Je sais que j'ai... Tu l'aurais pas cru ou tu ne l'aurais pas su? Je l'aurais sûrement cru parce que je pense que je suis assez ouverte j'aime bien être surprise, en fait. J'aime bien être surprise par la vie, par moi-même, par des choses. J'ai toujours cet espace où tout est possible. Tout est toujours possible. Donc, ouais, j'aurais pas été surprise que ça arrive, mais je ne pouvais pas l'imaginer. C'est clair que ma culture musicale était plus hip-hop d'ailleurs, parce qu'on était dans un jeune... Voilà, j'étais là, c'est les années 90, c'est hip-hop à fond au Sénégal, il y avait à Dakar plus de 3000 groupes de rap. Enfin bon, c'était le truc quoi, Laradji, P-Fries, Black Soul, donc moi j'étais hip-hop à fond. J'écoutais beaucoup de musique américaine, hip-hop américain, hip-hop, soul, voilà. Jazz, j'en écoutais pas forcément. Donc voilà, le mbalar, c'est la musique locale, j'écoutais pas. La musique africaine, j'en écoutais pas. Donc même si j'aimais la musique. Le reggae, voilà, un peu. Ouais. Que des musiques avec pas de distorsion. Voilà, avec pas de distorsion. Chers amis, Fada Freddy était membre du groupe de rap mythique au Sénégal, Daradji Family, et il vient juste de sortir son premier album solo, composé exclusivement de voix qui s'intitule The Gospel Journey. Fada a réussi le tour de force de remplir le Trianon à Paris au mois de novembre dernier, alors que l'album n'était pas encore sorti. Il a aussi eu la grande idée de finir le concert dans la rue, devant le Trianon, et même dans le métro, en emmenant 300 personnes dans la rame et faisant chanter les gens jusqu'à la station suivante. Grande idée! On écoute son premier extrait, We Sing in Time. Let us pretend we've got it together. Let us ignore the coming sun. We'll sing the body electric until the machine and soul are one. I've seen the twinkle struggle. The rangers line the floor. A sacred turn to life. A dead end jobs and government's war. In time the trees die and light will fade, but I hope for a new path.
qu'en arrivant ici, en France, j'ai été aussi avec des personnes dans un délire musical particulier. J'ai connu des gens dans ma vie privée qui étaient musiciens, qui étaient beatmakers, des gens qui ont créé des choses avec des univers bien barrés, bien spatiaux. Et moi, je kiffe ça. Et donc, j'ai mis un pied là-dedans par goût de cette musique-là. Par goût de la musique un peu bizarre, un peu rock, un peu abstraite, un peu space, abstract hip-hop, et de l'abstract hip-hop, tu passes à autre chose, et ainsi de suite, et tu creuses, et tu écoutes du Michel, écoutes du machin, et puis tu fais, waouh, ok. Mais tu dis très spacieux, mais c'est ce qui m'a frappé lors du concert, c'est justement de l'espace. Pourtant, même si j'avais lu que tu disais Afro Space Poetry, il y a vraiment des ambiances, mais pas des ambiances comme ce qu'on imaginerait. Il y a vraiment... On est dans un monde à un moment et le morceau d'après ça va être autre chose. Donc il y a des choses très calmes et très douces, très africaines. Et à côté il y a les trucs avec la distorsion. Ouais, très rempli, très bourrin, etc. Avant qu'on finisse, je voulais savoir ce que toi tu aimes le plus artistiquement. En ce moment, parce que je dis en ce moment parce que ça peut changer, que tout change tout le temps. En ce moment j'aime beaucoup Michel Ndegeocello et ça commence à faire longtemps quand même maintenant. Parce que je suis pas d'une nature à être genre fanatique. Je peux apprécier, adorer, être très respectueuse d'un artiste, mais je n'ai pas le tempérament fanatique. Voilà, genre ouais, je faut absolument. Mais Michel, c'est quelqu'un qui me touche particulièrement. J'aime beaucoup sa musique, j'aime beaucoup l'esprit de sa musique, ce qu'elle raconte, comment elle le fait, la matière, comment ça sort, et la personnalité de ce que j'en perçois. Après, je ne la connais pas personnellement. Je l'ai rencontrée une fois, on a parlé dans un backstage, voilà, et elle correspondait totalement à ce qu'elle faisait en musique. J'aime bien cet alignement-là, entre l'individu, sa musique, son esprit et surtout son évolution. Tu vois qu'elle a été jeune, un peu plus rebelle, un peu plus rentre-dedans, qu'elle a maturé, etc. Et qu'elle va dans le sens de sa maturité. Elle ne fait pas que sa propre musique, elle produit d'autres artistes. Elle a une carrière qui, pour moi, est sans faute. C'est-à-dire que si on va parler de carrière, elle n'est pas connue par tout le monde, c'est pas Michael Jackson, c'est pas le truc tête de gondole. Mais voilà quoi, elle est juste là dans une constance que moi je respecte et dans une profondeur et j'adore sa musique. C'est mon ancien clavier qui m'a fait découvrir Michel. On avait fait un titre, il m'a dit ah faut que t'écoutes ça. Par rapport à un titre qu'on avait fait, et j'ai écouté et j'ai fait waouh, et j'ai plus décroché quoi. Donc il m'a vraiment fait découvrir ça quoi, me donner un truc. Michel Ndegeocello, bassiste chanteuse new-yorkaise qui pour son premier album sorti au début des années 1990 sur Maverick Records était la première signature de ce label à l'époque fraîchement créé par Madonna. Quand Madonna vous signe comme premier artiste de son label, elle qui a fait ses classes underground à New York en naviguant dans les milieux les plus artistiques qui soient avec son petit ami de l'époque Jean-Michel Basquiat et autres amis tels Keith Haring, autant vous dire que vous êtes au top de la hype new-yorkaise. Ceci étant dit, effectivement, Michel Ndegeocello, pseudonyme qui signifie libre comme un oiseau, tiens, ça me rappelle quelqu'un, a toujours été très respecté par les musiciens, voire idolâtré par certains. La jeune femme change de direction à peu près à chaque album, mais son empreinte très marquée fait qu'elle ne se dilue pas dans ses expérimentations et ceux qui l'aiment, en général, l'aiment pour la vie. Pour votre serviteur, ce sont ses 2 premiers albums plus soul et hip-hop qui m'ont accompagné et m'accompagnent encore. Mais avec un album fleuve hommage à Nina Simone il y a quelques années et un dernier album en date Comet Come To Me de très bonne facture, on peut mettre au crédit de Michel de ne jamais s'être compromis artistiquement, même ayant été la plupart du temps sur de grandes maisons de disques. Michel, c'est ça. Ça. Ou ça aussi. Mais pour l'heure, c'est ça. This is a song about sadness, shooting up and getting high. Shooting up and getting high with my baby. Lived about 3 train stops away. It was a train ride away from heaven. He was signified by politics, low-income housing, birth control, and abortion. The capitalistic hand around my throat, shooting up dope just to cope, and it's dehumanizing society. We both found God when he OD'd. Shooting up and getting high with my baby. Getting high.
beauty in our black skin. It's the cover girls and Clara. Making no mistake that white is right. Living in a world where my TV shouts, forget where you come from, and dang, thought I was shooting up Africa in my veins. White man's voodoo slow fucking my brain. My baby says the white man fights wars and enslaves all in God's name. Shooting up and getting high with my baby. À ton avis, qu'est-ce qui est important aujourd'hui de faire dans la musique par rapport à ce qu'on peut entendre sur les radios commerciales et couplé avec ces deux noms que sont Heart Attack, le groupe de danse que tu as avec tes frères, et le nom de ton groupe s'appelle Love Process, donc c'est un petit peu une obsession. Ce qu'on peut faire en musique, c'est pas seulement en musique, je pense que c'est ce qu'on peut faire en création. C'est qu'à un moment donné, on est quand même dans un monde assez particulier, violent, pour beaucoup, et que l'artiste rebelle, conscient, je sais pas quoi, c'est une récupération aujourd'hui, même politique. C'est politiquement correct, tout le monde peut être rebelle, mais rester politiquement correct. Donc ce qui manque, en fait, je pense que c'est une réelle prise de position. Les gens qui créent des choses dans cet espace-là, cette liberté-là, et de pouvoir faire passer des vrais messages. Ça paraît un peu démago de dire ça, mais c'est réel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se parle plus, on se touche plus, on se regarde plus, on se flippe les uns les autres. Donc pour moi, Love Process, c'est ça. C'est deux sentiments d'amour ou de peur qui te motivent. Donc à toi de choisir ton camp, concrètement. Sachant que voilà, on va tous osciller de l'un à l'autre. Et l'idée, c'est d'être le plus vers l'amour possible. Donc le plus vers le partage, le plus vers créer en tout cas une énergie positive dans notre travail et dans une forme de vérité. Chacun à son niveau. Tu as des gens qui ne sont pas virtuoses. Moi, je ne suis pas virtuose. Voilà. Donc c'est pas la virtuosité, c'est pas faire le meilleur son de la terre, c'est pas ça. C'est être le plus réel possible et le plus et servir en tout cas l'existence à son niveau. Je pense qu'on peut finir avec ça.